Adélaïde Herculine Barbin, Mes souvenirs. Préface. Histoire d'Alexina B. par Ambroise Tardieu. Le fait extraordinaire qui me reste à rapporter et qui servira d'épilogue à cette étude médico-légale des vices de conformation des organes sexuels en formera en quelque sorte le complément psychologique. Il fournit en effet l'exemple le plus cruel et le plus douloureux des conséquences fatales que peut entraîner une erreur commise dès la naissance dans la constitution de l'état civil. On va voir la victime d'une semblable erreur après 20 ans passés sous les habits d'un sexe qui n'est pas le sien, aux prises avec une passion qui s'ignore elle-même, avertie enfin par l'explosion de ses sens, puis rendue à son véritable sexe en même temps qu'au sentiment réel de son infirmité physique, prenant la vie en dégoût et y mettant fin par suicide. Ce pauvre malheureux, élevé dans un couvent et dans des pensionnats de jeunes filles jusqu'à l'âge de 22 ans, admis aux examens et pourvu du diplôme d'institutrice, vit à la suite des circonstances les plus dramatiques et les plus émouvantes son état civil réformé par un jugement du tribunal de La Rochelle, et ne put supporter l'existence misérable que son nouveau sexe incomplet lui imposa. Certes, dans ce cas, les apparences du sexe féminin ont été poussées bien loin, et cependant, la science et la justice furent contraintes de reconnaître l'erreur et de rendre ce jeune homme à son sexe véritable. Les combats et les agitations auxquels a été en proie cet être infortuné, il les a dépeintes lui-même dans des pages qu'aucune fiction romanesque ne surpasse en intérêt. Il est difficile de lire une histoire plus navrante, racontée avec un accent plus vrai, et alors même que son récit ne porterait pas en lui une vérité saisissante, nous avons, dans des pièces authentiques et officielles que j'y joindrai, la preuve qu'il est de la plus parfaite exactitude. Je n'hésite pas à le publier presque en entier, ne voulant pas laisser perdre le double et précieux enseignement qu'il renferme, d'une part au point de vue de l'influence qu'exerce sur les facultés affectives et sur les dispositions morales la malformation des organes sexuels, d'une autre part au point de vue de la gravité des conséquences individuelles et sociales que peut avoir une constatation erronée du sexe de l'enfant qui vient de naître. Dans une des plus pauvres mansardes du quartier latin, à Paris, au commencement de l'année 1868, un jeune homme se donnait la mort. Près du grabat où gisait son cadavre était placé un petit fourneau de terre qui ne contenait plus que des cendres. Il était étendu sur le dos, en partie vêtu, la face cyanosée, la bouche laissant écouler une écume sanguinolente. Monsieur le docteur Régnier, médecin de l'état civil, et le commissaire de police du quartier, s'étant rendus au domicile de ce malheureux, après avoir constaté le décès et aussi l'anomalie physique que présentaient certaines parties du corps, trouvèrent sur une table une lettre écrite par lui et adressée à sa mère, dans laquelle il lui demandait pardon du chagrin qu'il allait lui causer en mettant fin à une vie que ses souffrances ne lui laissaient plus le courage de supporter. Outre cette lettre, le jeune homme laissait un manuscrit dans lequel il racontait sa triste vie. Les pages qui vont suivre en sont textuellement extraites. 1874. Adélaïde Herculine Barbin, Mes souvenirs. 1. J'ai 25 ans et, quoique jeune encore, j'approche, à n'en pas douter, du terme fatal de mon existence. J'ai beaucoup souffert et j'ai souffert seul, abandonné de tous. Ma place n'était pas marquée dans ce monde qui me fuyait, qui m'avait maudit.
Pas un être vivant ne devait s'associer à cette immense douleur qui me prit au sortir de l'enfance, à cet âge où tout est beau, parce que tout est jeune et brillant d'avenir. Cet âge n'a pas existé pour moi. J'avais, dès cet âge, un éloignement instinctif du monde, comme si j'avais pu comprendre déjà que je devais y vivre étranger. Soucieux et rêveur, mon front semblait s'affaisser sous le poids de sombre mélancolie. J'étais froide, timide, et en quelque sorte insensible à toutes ces joies bruyantes et ingénues qui font épanouir un visage d'enfant. J'aimais la solitude, cette compagne du malheur, et lorsqu'un sourire bienveillant se levait sur moi, j'en étais heureuse, comme d'une faveur inespérée. Comme mon enfance, une grande partie de ma jeunesse s'écoula dans le calme délicieux des maisons religieuses. Des maisons véritablement pieuses, des cœurs droits et purs présidèrent à mon éducation. J'ai vu de près ces sanctuaires bénis où s'écoulent tant d'existences qui, dans le monde, eussent été brillantes et enviées. Les modestes vertus que j'ai vues briller n'ont pas peu contribué à me faire comprendre et aimer la religion vraie, celle du dévouement, de l'abnégation. Plus tard, au milieu des orages et des fautes de ma vie, ces souvenirs m'apparaissaient comme autant de visions célestes, et dont la vue fut pour moi un baume réparateur. Mes seules distractions, à cette époque, furent les quelques jours que j'allais passer chaque année dans une noble famille où ma mère était traitée en amie, bien plus qu'en gouvernante. Le chef de cette famille était l'un de ces hommes mûris par les malheurs d'une époque sinistre et désastreuse. La petite ville de L, où je suis née, possédait et possède encore un hospice civil et militaire. Une partie de ce vaste établissement était affectée spécialement au traitement des malades des deux sexes, nombre toujours considérable auquel, comme je l'ai dit, venait se joindre celui non moins grand que fournissait la garnison de la ville. L'autre partie de la maison appartenait tout entière à la jeunesse orpheline et abandonnée qu'une naissance, presque toujours le fruit du crime ou du malheur, a laissé sans soutien dans ce monde. Pauvres êtres, frustrés dès le berceau des caresses d'une mère. Ce fut dans cet asile de la souffrance et du malheur que je passai quelques années de mon enfance. J'ai à peine connu mon malheureux père, qu'une mort foudroyante vint ravir trop tôt à la douce affection de ma mère, dont l'âme vaillante et courageuse essaya vainement de lutter contre les envahissements terribles de la pauvreté qui nous menaçaient. Sa situation avait éveillé l'intérêt de quelques nobles cœurs, on la plaignit vivement. Et bientôt des offres généreuses lui furent faites par la digne supérieure de la maison de L. Grâce à l'influence d'un administrateur, membre distingué du barreau de la ville, je fus admise dans cette sainte maison, où je devins l'objet de soins tout particuliers, bien que je vécusse parmi les enfants sans mère, élevés dans ce touchant asile. J'avais alors 7 ans, et j'ai encore présente à l'esprit la scène déchirante qui y précéda mon entrée. Le matin de ce jour, j'ignorais absolument ce qui allait se passer quelques heures après mon lever. Ma mère, m'ayant fait sortir comme dans un but de promenade, me conduisit en silence à la maison de L, où m'attendait la digne supérieure. Elle me prodigua les plus affectueuses caresses, pour me cacher sans doute les larmes que répandait en silence ma pauvre mère, qui, après m'avoir longtemps embrassée, s'éloigna tristement, sentant que son courage était épuisé. Son départ me serra le cœur, en me faisant comprendre que, désormais, j'appartenais à des mains étrangères. Mais, à cet âge, les impressions durent peu, et ma tristesse céda devant les distractions nouvelles qui me furent offertes dans ce but. Tout m'étonna d'abord.
La vue de ces vastes cours, peuplées d'enfants ou de malades, le silence religieux de ces longs corridors, troublés seulement par les plaintes de la souffrance, ou le cri d'une agonie douloureuse, tout cela m'émut le cœur, mais sans m'effrayer pourtant. Les mères qui m'entouraient, offrant à mes regards d'enfants leur sourire d'ange, semblaient tant m'aimer. J'étais sans crainte à leur côté, et si heureuse lorsque l'une d'elles, me prenant sur ses genoux, m'offrait à baiser son doux visage. Je vis bientôt mes jeunes compagnes, et je les aimais bien vite. De leur part aussi, je me sentais l'objet d'une prédilection presque respectueuse, tant les pauvres enfants comprenaient combien leur sort différait du mien. J'avais, moi, une famille, une mère, et plus d'une fois j'excitais leur envie. Je le compris mieux plus tard. Une querelle d'enfants s'éleva entre nous. Je ne me rappelle plus pourquoi l'une d'elles, celle que j'affectionnais le plus, me reprocha amèrement de partager un pain qui n'était pas fait pour moi. Je passe rapidement sur ces premiers temps de ma vie que nul incident sérieux ne vint attrister. Un jour que, selon mon habitude, j'avais visité quelques malades indigents de la ville, la bonne sœur M, que j'accompagnais dans ses pauvres demeures, et dont, je dois le dire, j'étais l'enfant gâté, me prévint que j'allais être confiée désormais à d'autres soins. Elle avait obtenu, grâce à son influence généralement reconnue, que je fusse placée au couvent des Ursulines pour y faire ma première communion et recevoir en même temps une éducation plus soignée. Mon premier mouvement, je l'avoue, fut tout à la joie. La bonne religieuse le vit sans doute, car sa noble physionomie exprima une sorte de tristesse jalouse que j'attribuai, non sans raison, à la vivacité de son affection pour moi. « Là, me dit l'excellente femme, vous partagerez l'existence de jeunes filles riches et nobles pour la plupart. Vos compagnes d'études et de jeux ne seront plus les enfants sans nom avec lesquels vous avez vécu jusqu'à ce jour, et vous oublierez bientôt, sans doute, celles qui ont remplacé votre mère absente. » Je l'ai déjà dit, je crois, j'aimais particulièrement la bonne sœur M, et je ne pus l'entendre m'accuser ainsi sans en être profondément froissée. J'avais pris une de ses mains que je serrais dans la mienne, et, ne pouvant autrement m'expliquer, car j'étais violemment émue, je la portai à mes lèvres. Cette protestation muette la rassura sur mes sentiments, sans toutefois lui faire oublier que d'autres, maintenant, allaient avoir des droits à mon affection, à mon respect. Quelques jours après, je faisais mon entrée au couvent de S, en qualité de pensionnaire. La bonne sœur M avait voulu m'y accompagner et me remettre elle-même aux mains de la supérieure de cette maison. Je n'oublierai jamais l'impression que je ressentis à la vue de cette femme. Je ne vis jamais tant de majestueuse grandeur et une si expressive beauté sous l'habit religieux. La mère Éléonore, ainsi qu'on l'appelait, appartenait, je l'ai su plus tard, à la plus haute noblesse de l'Écosse. Son maintien était fier et inspirait le respect. On ne pouvait cependant voir de physionomie plus sympathique, plus attrayante. La voir, c'était l'aimer. Elle joignait à des connaissances très étendues une rare habileté dont elle avait fait preuve dans la direction des affaires de sa maison. La considération sans bornes dont elle jouissait dans le haut monde en avait fait une autorité dans la ville. D'autres que moi pourraient l'affirmer, elle la méritait sous tous les rapports. Au jour où j'écris ces lignes, elle a cessé d'exister, et je sens que je la regretterai toujours. Son souvenir est encore l'un des plus doux qui me soit resté. Au milieu des agitations incroyables de ma vie, j'aimais à me rappeler la suavité de son sourire d'ange, et je me sentais plus heureux. Je fus bientôt à l'aise dans cette sainte maison, sous l'égide d'une affection dont, instinctivement, j'étais aussi fier que j'en étais heureux.
Le pensionnat était nombreux, et, comme je l'ai dit, il se composait particulièrement de jeunes filles appelées plus tard à occuper un certain rang dans la société, soit par leur naissance, soit par leur position de fortune. Il y avait donc entre elles et moi une ligne de démarcation naturelle que l'avenir seul pouvait briser. Je n'eus cependant jamais à souffrir par elles de cette indifférence que la jeunesse comprend quelquefois trop vite et dont, à l'instar d'autres grands enfants, elle abuse cruellement. Toutes mes mères, et je dois le dire, je n'en éprouvai nulle fierté, car je croyais dès lors que mon affection n'avait pas le moindre prix à leurs yeux. Les études étaient sérieuses et confiées à des mains réellement intelligentes. Doué, comme je l'étais, d'une véritable aptitude pour les études sérieuses, j'en profitai bientôt avec avantage. Mes progrès furent rapides et excitèrent plus d'une fois l'étonnement de mes excellentes maîtresses. Il n'en fut pas de même des travaux manuels, pour lesquels je montrai la plus profonde aversion et la plus grande incapacité. Le temps employé par mes compagnes à la confection de ces petits chefs-d'œuvre destinés à orner un salon ou à parer un jeune frère, je le passai, moi, à la lecture. L'histoire ancienne ou moderne était ma passion favorite. J'y trouvais un aliment à ce besoin de connaître qui envahissait toutes mes facultés. Cette occupation chérie avait aussi le privilège de me distraire des tristesses vagues qui alors me dominaient tout entier. Que de fois je me dispensais de la promenade pour pouvoir, le livre à la main, me promener seule dans les magnifiques allées de notre beau jardin, à l'extrémité duquel se trouvait un petit bois planté de marronniers sombres et touffus. La vue était large, grandiose, et se réjouissait de cette végétation luxuriante des pays méridionaux. Que de fois aussi madame Éléonore me surprit au milieu de cette rêverie inexplicable, et comme son regard savait me faire tout oublier, j'accourais radieuse à sa rencontre, et rarement je n'en obtenais pas un baiser que je rendais par une étreinte pleine d'un charme auquel je ne saurais rien comparer. J'éprouvais parfois un immense besoin d'affection vive et sincère, et, chose singulière, j'osais à peine la manifester. Je m'étais fait, parmi mes brillantes compagnes, une amie de la fille d'un conseiller à la cour royale Je l'aimais à première vue, et, bien que son extérieur n'eût rien d'éblouissant, il attirait invinciblement par la grâce modeste répandue sur toute sa personne. Sans être beau, ses traits étaient d'une régularité charmante, et portaient les douloureux stigmates d'un mal qui semble chercher de préférence ses victimes parmi les plus jeunes et les plus heureusement douées. La pauvre Léa était de ce nombre. À peine âgée de 17 ans, elle courbait déjà vers la terre un front où se lisaient des souffrances sourdes, mais qui ne devaient pas tarder à prendre un développement effrayant. J'avais deviné en elle un être souffrant, voué à une mort prématurée. La situation physique avait-elle opéré entre nous ce rapprochement qu'aurait dû empêcher la différence d'âge qui nous séparait, car je n'avais pas 12 ans? C'est ce que je ne saurais expliquer. Certaines sympathies ne s'expliquent pas. Elles naissent sans qu'on les provoque. À cette même époque, j'étais moi-même faible et d'une santé débile. Mon état n'était pas sans inspirer de sérieuses inquiétudes, ce qui m'explique certains regards des bonnes religieuses qui m'entouraient. J'étais, comme Léa, l'objet de soins constants, et la salle de l'infirmerie nous réunit plus d'une fois. Je l'entourais d'un culte idéal et passionné tout à la fois. J'étais son esclave, son chien fidèle et reconnaissant. Je l'aimais avec cette ardeur que je mettais en toutes choses. J'aurais presque pleuré de joie quand je la voyais abaisser vers moi ses longs cils d'un dessin parfait, dont l'expression était douce comme une caresse. Comme j'étais fière quand elle voulait bien s'appuyer sur moi au jardin.
Les bras entrelacés, nous parcourions ainsi de longues allées, bordées de chaque côté d'épais buissons de roses. Elle causait avec cet esprit élevé et incisif qui la caractérisait. Sa belle tête blonde se penchait vers moi, et je la remerciai par un baiser plein de chaleur. « Léa, lui disais-je alors, Léa, je t'aime. » La cloche de l'étude venait bientôt nous séparer, car mademoiselle de R s'asseyait sur les bancs de la première. Élève accomplie, son séjour prolongé au couvent n'avait plus pour motif que la culture des arts d'agrément, où il excellait de façon à faire la gloire de ses maîtres. Le soir venu, nous nous séparions jusqu'au lendemain à l'heure de la messe. Nous passions la nuit dans un dortoir différent. Celui qu'elle occupait communiquait à l'unique vestiaire du pensionnat. J'avais donc quelquefois un prétexte pour la revoir avant de m'endormir. Bien des fois déjà, Madame Marie de Gonzague m'avait reproché mes oublis journaliers, me menaçant de ne plus tolérer mes absences du dortoir. Un soir du mois de mai, je me rappelle, j'avais réussi à tromper sa surveillance. La prière du coucher était faite, elle venait de descendre pour se rendre chez la mère Éléonore. Ne l'entendant plus dans l'escalier, je traverse doucement le dortoir, plus une grande salle qui servait aux élèves de musique. J'arrive au vestiaire, me munissant au hasard du premier objet venu, et de là, j'atteins sans bruit la cellule que je savais être celle de Léa. Je me penchai sans bruit vers son lit, et, l'embrassant à plusieurs reprises, je lui passai autour du cou un petit Christ d'ivoire, de fort joli travail, qu'elle m'avait paru envier. « Tiens, mon ami, lui dis-je, accepte ceci et porte-le pour moi. » J'avais à peine achevé que je reprenais à la hâte le chemin par lequel j'étais venu. Mais je n'en avais pas fait la moitié que des pas bien connus me firent tressaillir. Ma maîtresse était derrière moi et m'avait vue. Je m'arrêtai, interdite, cherchant en vain à comprimer l'orage. N'ayant pas même cette ressource, je l'attendis bravement. « Mademoiselle, » me dit sèchement la bonne religieuse, « je ne vous inflige pas de punition. La mère Éléonore s'en chargera demain. » Cette menace portait en elle la peine la plus terrible pour moi. Ce que je ressentais pour notre mère, c'était une espèce d'adoration affectueuse et soumise plutôt que de la crainte. La pensée d'avoir encouru son mécontentement m'était insupportable. Je dormis mal cette nuit-là, et mon réveil fut pénible. À la messe, je n'osais tourner la tête de peur de rencontrer son regard. Pendant la récréation qui suit le déjeuner, une sœur converse vint me dire de me rendre dans le cabinet de la supérieure. J'y entrai en tremblant, comme le condamné devant son juge. Je crois voir encore cette physionomie sereine et imposante. La noble femme était assise dans un modeste fauteuil, tandis que ses pieds reposaient sur un prie-dieu, appuyé à la muraille et surmonté d'une grande croix d'ébène. « Mon enfant, dit-elle tristement, j'ai su votre infraction au règlement, et si ce n'était en considération de la bonne supérieure qui vous a confié à mes soins, je n'hésiterais pas à vous rayer pour cette année de la première communion. Je connais l'attachement qu'elle vous a voué, qu'en toutes circonstances j'ai tâché de remplacer. » Puis, changeant de ton, et me faisant un signe que je compris, je m'assis à ses pieds sur un petit tabouret. Je pleurai silencieusement, la tête appuyée sur l'un de ses bras, qu'elle ne retira pas. Alors commença pour moi l'une de ces pieuses exhortations qui révélaient toute la grandeur de cette âme vraiment pure et généreuse. Je n'en compris peut-être pas toute l'élévation, mais aujourd'hui que j'ai pu juger des hommes et des choses, les accents de cette voix aimée retentissent délicieusement à mon oreille et me font battre le cœur. Ils me rappellent cet heureux temps de ma vie où je ne soupçonnais ni l'injustice ni la bassesse de ce monde que j'étais appelé à connaître sous toutes ses faces.
je laissai la mère Éléonore le cœur pénétré de la plus douce joie et de la plus sincère gratitude. La première communion approchait, et avec elle le moment où j'allais dire adieu aux chastes émotions de mon adolescence, car je devais laisser la communauté pour me rendre à Saintes, près de ma mère. Ce jour était fixé au 16 juillet. Il se leva radieux. La nature semblait s'associer joyeusement à cette fête de l'innocence et de la candeur. 22 jeunes filles allaient s'approcher avec moi de la table auguste. Cet acte solennel, je crois pouvoir dire que je l'accomplis dans les meilleures dispositions. Après le saint sacrifice, qui fut célébré avec toute la pompe que l'on sait déployer dans les maisons religieuses, le parloir fut ouvert à l'impatience de toutes les mères qui venaient presser dans leurs bras les jeunes héroïnes de la fête. La mienne m'y attendait et ne put me voir sans verser de ces douces larmes qui sont les plus éloquentes manifestations de l'amour maternel. Notre entrevue fut trop courte. Les portes se fermèrent bientôt sur elle. Pas une enfant ne devait ce jour-là sortir de l'enceinte sacrée. Les distractions du monde ne devaient pas troubler la sérénité de ces jeunes âmes nouvellement sanctifiées. Je n'ai jamais oublié depuis le fâcheux incident qui vint clore cette journée. La cérémonie touchante du soir fut suivie d'une procession au jardin. Le lieu était admirablement choisi. On ne saurait imaginer rien de plus imposant que cette longue file d'enfants vêtus de blanc à travers les magnifiques allées de ce modeste Éden. Les chants religieux, répétés par des voix fraîches et pures, avaient quelque chose de vraiment poétique qui remuait le cœur. La température, jusque-là tiède et parfumée, devint tout à coup accablante. De gros nuages noirs parcoururent l'horizon et firent présager l'un de ces orages brûlants, si communs sous ce climat élevé. De larges gouttes de pluie vinrent bientôt le confirmer, et lorsque le collège rentra à la chapelle, de sinistres éclairs sillonnaient déjà l'horizon. Malgré moi, mon cœur se serra. Était-ce un présage de l'avenir sombre et menaçant qui m'attendait? Et devais-je le voir apparaître en mettant le pied sur ce fragile esquif qu'on appelle le monde? Hélas, la réalité me l'a appris trop vite. Ce fougueux orage n'était que le prélude de ceux qui m'assaillirent depuis. Je ne pus manger le soir. Un malaise étrange s'était emparé de moi. Avant de m'endormir, j'avais pressé dans mes bras ma chère Léa. Et le baiser que je lui donnai fut triste comme un dernier adieu. Elle aussi, j'allais la perdre, sans doute pour toujours, car nos destinées ne pouvaient nous réunir. 2 ans après mon départ de elle, j'appris que ma pauvre amie avait succombé à une phtisie des plus caractérisées. Sa mort fut un deuil épouvantable pour sa noble famille dont elle était l'idole. Ainsi fut brisée la première affection de ma vie. Mes souvenirs 2. J'entre ici dans une phase de mon existence qui n'a plus rien de semblable avec les jours calmes et tranquilles passés dans cette riante demeure. J'étais à B. Ma mère habitait cette ville depuis 5 ans. C'est une antique cité que choisit le grand roi pour en faire une importante place de guerre, et dont le nom se trouve mêlé à de grands événements politiques. J'éprouve quelque hésitation au moment de commencer la partie la plus pénible de la tâche que je me suis imposée. J'ai à parler de choses qui, pour plusieurs,
ne seront que d'incroyables absurdités, car elles dépassent en effet les limites du possible. Il leur sera difficile sans doute de se rendre un compte exact de mes sensations au milieu des bizarreries exceptionnelles de ma vie. Je ne puis leur demander qu'une chose, c'est qu'ils soient, avant tout, convaincus de ma sincérité. J'avais 15 ans, et il faut se rappeler que depuis l'âge de 7 ans, j'étais absolument séparé de ma mère. Je ne la voyais qu'à de rares intervalles. Mon arrivée à B, dans la maison où elle se trouvait, avait toujours été fêtée comme s'il se fût agi d'un membre de la famille. Cette fois, j'y rentrai définitivement. 5 personnes composaient cette famille. Celui qui en était le chef, vénérable vieillard à cheveux blancs, était bien la personnification vivante de l'honneur et de la loyauté. Près de lui se trouvait sa fille cadette. Tous les instincts généreux de ce père adoré se reproduisaient en cette âme fière que n'avaient pu abattre les cuisants chagrins d'une union malheureuse. Madame de R avait 3 enfants sur qui elle avait reporté l'inépuisable tendresse dont son cœur était plein. Elle avait voué à ma mère l'un de ces attachements profonds qui ne s'arrêtent pas aux distances sociales quand ils savent être compris et appréciés. Malgré le rang subalterne qu'elle occupait, ma mère était à ses yeux une amie, une confidente. Madame de R n'eut bientôt qu'un désir, celui de me garder dans la maison en m'attachant à sa fille, âgée alors de 18 ans. Avec ma fierté naturelle, j'eusse certainement repoussé une pareille proposition, venue d'une étrangère. Ici, la position changeait. J'étais près de ma mère, dans une famille que, peu à peu, je m'étais habitué à considérer comme la mienne propre. J'acceptais donc à la grande satisfaction de tout le monde. Mademoiselle Clotilde de R joignait à une grande beauté une certaine hauteur qu'elle oubliait seulement vis-à-vis de moi. Elle ne voyait en moi qu'une enfant que l'on pouvait, sans se compromettre, traiter sur un pied d'égalité. Me voilà donc sa camériste. Quoique ne possédant pas toutes les qualités de mon état, je restais toujours dans ses bonnes grâces. Ma chambre à coucher n'était séparée de la sienne que par un petit salon d'attente. J'assistais le matin à son lever, toujours matinal, en été comme en hiver. Je l'habillais ensuite, et, pendant cette opération, nous discourions à qui mieux sur tous les sujets possibles. Si le silence s'établissait, je me prenais à l'admirer naïvement. La blancheur de sa peau n'avait pas d'égal. Il était impossible de rêver des formes plus gracieuses sans en être ébloui. C'est ce qui m'arrivait. Je ne pouvais quelquefois m'empêcher de lui adresser un compliment qu'elle recevait de la meilleure grâce du monde, sans en être ni surprise, ni plus vaine. Changeant alors de terrain, elle s'informait de ma santé, qui ne s'était guère améliorée, malgré les soins délicats qui m'étaient donnés avec profusion. Me plaignais-je d'une indisposition, il fallait suivre tel ou tel régime. Les conseils à cet égard étaient des ordres qu'il fallait suivre, sous peine de manquer à l'obéissance. Souvent même il eût fallu, pour une misère, recourir immédiatement au médecin. Celui-ci venait fréquemment à l'hôtel à cause de l'état habituel de souffrance dans lequel se trouvait mon noble bienfaiteur, monsieur de Saint-Thème. Des douleurs aiguës le tenaient, presque constamment, cloué sur son lit ou dans un immense fauteuil. Ma mère seule avait le privilège de le calmer au milieu des crises atroces qui l'agitaient. J'avais chez lui mes grandes et mes petites entrées. J'étais sa lectrice, son secrétaire. Quand sa santé le permettait, et c'était pour lui une distraction chère, il me faisait relire et compulser minutieusement d'énormes liasses de papiers de famille.
Approche-toi près de moi, Camille, me disait-il, et cherche si tu trouveras telle ou telle lettre relative à l'affaire que tu sais. Je lisais lentement, le regardant à la dérobée pour voir si je l'avais satisfait. La lecture finie, je cherchais encore et je trouvais des fragments de correspondance intime. C'étaient pour la plupart des lettres d'une sœur ou de son frère aîné, brave général de l'Empire, blessé glorieusement sur nos champs de bataille. J'étais toujours heureux d'une pareille rencontre, car elle lui fournissait le sujet d'une foule de récits que j'écoutais avec une avidité sans égale. Bien que je fusse très jeune, il m'accordait une confiance sans bornes. Je l'ai déjà dit, j'avais beaucoup lu. Mon jugement s'était développé de bonne heure. À l'âge où l'on appartient encore à l'adolescence, j'étais sérieuse, réfléchie, et aucun des principaux faits de notre histoire, si riche en événements, ne m'était inconnu. À des heures fixes, ma jeune maîtresse venait s'asseoir près de son aïeule, dont elle était la favorite. Mais sa présence n'interrompait pas le travail commencé. Le soir venu, je lisais le journal. Pendant cette lecture, il lui arrivait toujours de fermer les yeux et de renverser la tête sur ses coussins. Les premières fois, le voyant endormi, je m'arrêtais. Il s'en apercevait aussitôt. « Es-tu fatigué ?» me dit-il, et sur ma réponse négative, il me faisait continuer. Je devais tout lire, sauf le feuilleton. Il est vrai que je ne le perdais pas pour cela, seulement je le lisais seul. Je dévorais ainsi une nombreuse collection d'ouvrages anciens et modernes, entassés dans les rayons d'une bibliothèque attenante à ma chambre. Plus d'une fois, cette occupation me surprit à une heure très avancée de la nuit. C'était ma récréation, mon délassement. J'y acquis plus d'un enseignement utile, je dois le dire. J'avoue que je fus singulièrement bouleversée à la lecture des Métamorphoses d'Ovide. Ceux qui les connaissent peuvent s'en faire une idée. Cette trouvaille avait une singularité que la suite de mon histoire prouvera clairement. Les années s'écoulaient. J'atteignais ma 17e. Mon état, sans présenter d'inquiétude, n'était plus naturel. Le médecin consulté reconnaissait chaque jour l'inefficacité des remèdes les plus significatifs. Il avait fini par ne plus s'en préoccuper, attendant tout du temps. Pour mon compte, je n'en étais nullement effrayée. Mademoiselle Clotilde de R avait 20 ans. Son mariage était projeté depuis longtemps avec l'un de ses cousins, héritier par sa mère d'une brillante fortune et porteur d'un nom à jamais célèbre dans les fastes de la marine française. Son retour, si vivement attendu par la belle fiancée qui lui était promise, fut immédiatement suivi des préliminaires essentiels de leur union. Sans être un type de beauté, Raoul de K était l'un de ces hommes qui plaisent au premier abord. Sa physionomie ouverte, empreinte d'un caractère de distinction native, en faisait un homme séduisant, sinon un beau cavalier. Toute femme devait être fière de lui appartenir. Ce que je puis affirmer, c'est qu'il était aimé aussi ardemment que le permettait la nature d'ange de la pure jeune fille dont il allait faire sa femme. De grandes fêtes de famille attendaient les jeunes époux au château de C, résidence habituelle de madame de K. Ils s'y rendirent 8 jours après la célébration du mariage, auquel ne put assister M. de Saint-Thème, son état le condamnant à une claustration rigoureuse. Après avoir reçu la bénédiction de son aïeul vénéré, cette adorable femme m'embrassa avec attendrissement, me faisant promettre de ne jamais l'oublier dans aucune circonstance de ma vie. Elle était loin de moi avant que je fusse en état de lui répondre. Cette scène m'avait anéanti. Je ne pus revoir sans pleurer le coquet appartement qu'avait occupé ma maîtresse.
une sensation indéfinissable me torturait à l'idée qu'elle ne serait plus là le matin pour me donner son premier sourire, sa dernière parole avant de s'endormir. Un changement allait s'accomplir dans ma destinée. Il me fallait maintenant une nouvelle occupation. L'excellent curé de la paroisse, ami de la maison et mon guide spirituel, me donna l'idée de me vouer à l'enseignement. Avec mon autorisation, il en fit part à ma mère ainsi qu'à mon bienfaiteur. Cette proposition leur plut à tous deux, comme je m'y attendais. Elle me déplaisait à moi souverainement. J'avais pour cette profession une antipathie non raisonnée, mais profonde. La perspective d'être ouvrière ne me flattait pas davantage. Je croyais mériter mieux que cela. Un soir que j'avais fait à M. de Saint-Thème sa lecture quotidienne, et que ma mère, assise à mes côtés, lui préparait son thé, dont une part me revenait toujours, je les vis se consulter du regard, comme pour se demander qui devait consulter. Ce fut lui. « Camille, me dit-il, tu as reçu un bon commencement d'instruction, tu es intelligente, il ne tient qu'à toi d'entrer bientôt à l'école normale de... Avec ta facilité, tu en sortiras d'ici 2 ans, muni d'un brevet de capacité. Nulle carrière ne peut mieux convenir à tes idées et à tes principes. » Ces paroles m'avaient touchée, et j'étais frappée d'ailleurs de la justesse de son raisonnement, en lequel j'avais une foi inébranlable. Ma résolution fut aussi prompte que ma réponse. Je le remerciai avec effusion, lui promettant de justifier la bonne opinion qu'il avait de moi. Ma mère ne fut pas moins heureuse de ma réponse. Elle l'attendait avec une impatience que l'on comprendra, en songeant que ce rêve satisfaisait à la fois son orgueil et ses inquiétudes maternelles pour mon avenir. C'en était fait, mon sort était fixé. Cette soirée avait décidé du reste de ma vie. Mais, Seigneur, qu'il fût différent de celui qu'on en attendait. J'envisageais maintenant sans terreur la nouvelle carrière que j'avais acceptée, car je n'en pouvais rêver d'autre. Dire que j'en étais heureux serait mentir. Elle n'avait que mon indifférence. Je me mis néanmoins à l'œuvre, poussé que j'étais par l'ambition de réussir. Qui n'a éprouvé cette ardeur fiévreuse à la veille d'un jour qui doit vous trouver en présence d'une commission d'examen? L'école normale de recevait chaque année 12 jeunes filles au compte du département. Chacune d'elles, avant d'y entrer, subissait un examen préparatoire, lequel était passé généralement par l'inspecteur d'académie. L'abbé N m'avait donné à cet égard tous les renseignements nécessaires. Pendant que ma mère s'occupait de mon trousseau, je travaillais activement, et en quelques mois, je me trouvais suffisamment préparée à cette première lutte. Le mois d'août approchait, époque à laquelle ont lieu les examens. Depuis longtemps, j'avais déposé à l'inspection d'académie mon extrait de naissance ainsi qu'un certificat de moralité visé par la mairie. Nous étions au 18 août. L'école normale de présentait cette année-là une dizaine d'aspirantes au brevet de capacité. Parmi elles se trouvait une sœur de ma mère, mon aînée de quelques années seulement, ce qui me la faisait regarder comme ma sœur propre. À cause d'elle, j'étais connue déjà, et de ses compagnes et de la bonne supérieure qui les accompagnait. Cette dernière me regardait donc comme sa future élève et me traita avec une bonté toute particulière. J'en étais redevable à la touchante prédilection qu'elle avait pour ma tante, l'une de ses plus chères élèves, et dont elle n'eût pas voulu se séparer. Dire que j'étais heureuse de la perspective que m'offrait cette carrière serait parfaitement faux. Je l'embrassais sans dégoût, il est vrai, mais aussi sans attrait. Je ne soupçonnais pourtant pas alors les difficultés sans nombre d'un état le plus servile de tous, celui d'institutrice. Certes,
Tout le monde sait aujourd'hui dans quelle honteuse dépendance, pour notre époque, sont placés les maîtres et maîtresses de pension. En but à la calomnie, à la médisance d'une population qu'ils doivent régénérer, il leur faut subir aussi l'influence fatale et despotique d'un prêtre jaloux de son pouvoir, qui, s'il ne peut en faire ses esclaves, les écrasera bientôt sous le poids des haines qu'il aura soulevées sous leurs pas. Ce que j'ai vu me permettrait d'en citer plus d'un exemple. Le moment n'est pas arrivé. Mais il est un écueil inévitable que je viens signaler ici. Peut-être vais-je soulever contre moi le rire de l'incrédulité. Quoi qu'il en soit, je crois remplir un devoir, et j'affirme que, à part d'honorables exceptions, les fonctionnaires que j'ose attaquer ici sont plus nombreux que je n'ose le dire. Après le curé de la commune, l'institutrice n'a pas de plus terrible ennemi que l'inspecteur primaire. C'est son chef immédiat, c'est l'homme qui tient en ses mains tout son avenir. Un mot de lui à l'académie, un rapport au préfet, peut la mettre au banc de tout le corps enseignant. Supposez alors, ce que j'ai vu, un homme arrivé au poste d'inspecteur primaire au moyen de manœuvres plus ou moins jésuitiques. Incapable d'apprécier le talent ou le mérite d'une maîtresse de pension qui, trop souvent, pourrait le prier de s'asseoir, non pas au fauteuil d'honneur, mais bien sur les bancs de ses élèves les plus ignares. Voilà l'homme. Il se gardera donc bien d'entamer un sujet sérieux. Il échouerait. Il s'attachera à des futilités plus ridicules les unes que les autres, tout en effrayant les enfants, de façon à leur ôter toute possibilité de répondre, ce qui arrive en effet. De là, des reproches pour l'institutrice, un ton de menace devant lequel il lui faut s'incliner pour ne pas être anéanti sous la supériorité éclatante de monsieur le délégué de l'académie. Supposez encore, ce qui est quelquefois vrai, que l'institutrice soit jolie, et que monsieur l'inspecteur en ait été touché, car ces messieurs peuvent être doués d'une certaine perspicacité. On peut bien leur accorder celle-là. Sous le coup d'une disgrâce, la pauvre jeune fille, pour ne pas se voir retirer le morceau de pain qui l'a fait vivre, elle et son vieux père, se fera plus sensible, plus petite devant l'arrogance de son supérieur. Enchanté d'avoir fait trembler une enfant, celui-ci s'apaise un peu et finit par un compliment qui, dans la bouche d'un autre, pourrait passer pour une insulte. Mais peut-on répondre impoliment à monsieur l'inspecteur? Non, il le sait bien. On ne peut pas non plus rester indifférente aux promesses d'avancement qu'il veut bien faire. On est arrivé dans le petit salon. Ce monsieur veut bien accepter une collation. Là, il n'est plus question d'enseignement. Il cause familièrement. Ce terrain lui est plus familier. Ses paroles mielleuses se font de plus en plus claires. Après avoir menacé, il promet, mais il demande. Et là, son langage est tout à fait significatif. Sous peine d'encourir sa haine, il peut parfaitement arriver qu'on soit généreuse à son tour. Il peut arriver aussi qu'on prie poliment monsieur l'inspecteur de passer la porte au plus vite en le priant de ne plus la franchir. Et dans ce cas-là, il arrive toujours que l'institutrice est perdue. Ira-t-elle lutter contre un homme dont la haute moralité est proverbiale? Elle y répugne d'abord parce que ce serait se compromettre sans le perdre lui. Elle se tait donc. De là les vexations de toutes sortes, les notes se succédant à la préfecture et suivies de semonces effrayantes. Si avec tout cela son curé est contre elle, c'est fini, il lui faut céder le terrain. Ne pouvant la chasser, il met tout en œuvre pour décider les familles à placer leurs enfants chez les bonnes sœurs qu'on a eu soin d'appeler dans la localité. J'ai vu se passer sous mes yeux de ces scènes vraiment incroyables, de bassesse indigne, d'abus de pouvoir trop révoltants pour que j'essaye de les raconter.
Loin de moi la pensée d'avoir voulu porter atteinte à l'honorabilité de cette classe laborieuse et si digne d'intérêt, vouée à la pénible tâche de l'enseignement parmi nos populations de campagne. Personne plus que moi n'a été à même d'apprécier leur bonne volonté pour le bien, leurs efforts incessants pour tout ce qui touche au côté moral de la civilisation. Mon unique but a été de soulever une question de moralité publique. J'étais admise à l'école normale de... Quelques lieues à peine m'en séparaient. Ce voyage, néanmoins, était un événement pour moi. Il fallait traverser l'océan. Donc j'allais y trouver les charmes de la nouveauté. Arrivé à D, le capitaine me fit conduire au couvent. Son aspect était simple et modeste comme la vie de celle qui l'habitait. Je ne sais quel trouble inexprimable vint me saisir lorsque je franchis le seuil de cette maison. C'était de la douleur, de la honte. Ce que j'éprouvais, nulle parole humaine ne pourrait l'exprimer. Cela paraîtra incroyable sans doute, car enfin je n'étais plus une enfant, j'avais 17 ans et j'allais me trouver en face de jeunes filles, dont quelques-unes en avaient à peine 16. L'accueil si affectueux de la bonne supérieure m'avait laissé insensible. Et, chose étrange, lorsque, conduite par elle, j'arrivai à la classe des élèves maîtresses, la vue de tous ces frais et charmants visages qui me souriaient déjà me serra le cœur. Sur tous ces jeunes fronts je lisais la joie, le contentement, et je restais triste, épouvantée. Quelque chose d'instinctif se révélait en moi, semblant m'interdire l'entrée de ce sanctuaire de virginité. Un sentiment qui dominait en moi, l'amour de l'étude, vint faire diversion à la bizarre perplexité qui s'était emparée de tout mon être. Les aspirantes au brevet de capacité étaient au nombre de 20 à 25. Néanmoins, à part notre classe, le même établissement comptait une centaine au moins de petites filles, tant pensionnaires qu'externes, formant deux classes séparées. Un immense dortoir, composé de 50 lits à peu près, nous réunissait toutes. Aux deux extrémités de cette pièce, on voyait un lit garni de rideaux blancs, occupé chacun par une religieuse. Habituée depuis longtemps à avoir une chambre pour moi, je souffris énormément de cette espèce de communauté. L'heure du lever surtout était un supplice pour moi. J'aurais voulu pouvoir me dérober à la vue de mes aimables compagnes. Non pas que je cherchasse à les fuir, je les aimais trop pour cela, mais instinctivement, j'étais honteux de l'énorme distance qui me séparait d'elles, physiquement parlant. À cet âge où se développent toutes les grâces de la femme, je n'avais ni cette allure pleine d'abandon, ni cette rondeur de membres qui révèle la jeunesse dans toute sa fleur. Mon teint, d'une pâleur maladive, dénotait un état de souffrance habituel. Mes traits avaient une certaine dureté qu'on ne pouvait s'empêcher de remarquer. Un léger duvet qui s'accroissait tous les jours couvrait ma lèvre supérieure et une partie de mes joues. On le comprend, cette particularité m'attirait souvent des plaisanteries que je voulus éviter en faisant un fréquent usage de ciseaux en guise de rasoir. Je ne réussis, comme cela devait être, qu'à l'épaissir davantage et à le rendre plus visible encore. J'en avais le corps littéralement couvert. Aussi évitai-je soigneusement de me découvrir les bras, même dans les plus fortes chaleurs, comme le faisaient mes compagnes. Quant à ma taille, elle restait d'une maigreur vraiment ridicule. Tout cela frappait l'œil, je m'en apercevais tous les jours. Je dois le dire, pourtant, j'étais généralement aimée de mes maîtresses et de mes compagnes, et cette affection je la leur rendais bien, mais d'une façon presque craintive. J'étais née pour aimer. Toutes les facultés de mon âme m'y poussaient. Sous une apparence de froideur et presque d'indifférence, j'avais un cœur de feu. Cette malheureuse disposition,
ne tarda pas à m'attirer des reproches et à me rendre l'objet d'une surveillance que je bravais ouvertement.